Bon, alors ça va, monsieur le technicien? Je suis en onde. Oui. Bon, voilà. C'est ça, hein, la technologie. Des fois, il y a des petits pépins. Alors, bonjour, Jean-Gary, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Oh, quelle voix! Oh, ça va très bien. Comment ça va, Laurent? Ça va bien! Ça détonne! Alors, bien, bon merci. dimanche, c'est bon, je suis contente de te voir encore une fois aujourd'hui. Alors, bon dimanche, chers auditeurs. Il faut saluer les auditeurs parce que les gens qui se branchent live Facebook oublient qu'on est aussi en ondes sur le 1570 AM. Alors, je salue toujours les auditeurs et évidemment nos internautes. Donc, quelle belle journée, Laurent, mon Dieu. C'est magnifique aujourd'hui, il fait doux, on est bien. Oui. C'est l'été qui se prolonge, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et la prochaine fois, s'il fait chaud comme ça, on devrait demander à Jean-Gary d'installer tout le studio dehors et aller faire ça dehors. Absolument. Est-ce qu'on entend Laurent? Est-ce qu'on entend bien Laurent? Pas très bien. Oui, très bien, d'accord. Donc, parce que pour moi, dans mon cas, je ne t'entendais pas très bien. Donc, tu disais que la prochaine fois, on pourrait installer le studio dehors. Ce serait une très bonne idée. Puis, on va attirer les gens pour qu'ils viennent nous écouter. Alors, Laurent. Le public, c'est bien ça. Ben oui, on pourrait. Ben, c'est une chose, on peut y penser parce qu'on a quand même un immense stationnement. Donc, il y aurait moyen de. On regardera ça au mois de mai. Ben, il fait quand même chaud aujourd'hui. Oui, mais l'été vient tout juste de finir. Hein? Mais je pense qu'on va avoir encore quelques belles journées de chaleur. Ça donne le goût d'aller se promener dans le boisé, la forêt, comme ça. Il n'y a pas encore de feuilles au sol, mais moi, j'adore l'automne. Est-ce que c'est une saison que tu aimes, l'automne? Quand il fait chaud. Ben aujourd'hui, quand même, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud, mais quand il fait 2 degrés, non. C'est pas intéressant. Bon, tu fais ton noir, là. Ben là. Ton antillais. Ben oui. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité spécial, Harry Metellus, qui nous parlera de son recueil de poésie qu'il vient tout juste de sortir. Vraiment, très, très belle œuvre. J'ai tellement hâte de m'entretenir avec lui. On l'attend justement. Donc, en attendant son arrivée, la semaine dernière, Laurent, on a parlé des bienfaits de l'écriture. J'espère que cela vous aura inspiré à vous y mettre ou sinon à reprendre l'écriture. On a pu parler, entre autres, des bienfaits en général. On a abordé l'expérience d'écriture, donc autant pour Laurent que pour moi. On a discuté aussi du journal, donc c'est toujours intéressant de tenir un journal, de prendre des notes, mais on n'avait pas parlé d'écrire ses rêves. On n'avait pas eu le temps d'aborder cet aspect-là. Il ne me semble pas les rêves, c'est-à-dire ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut atteindre, mais les rêves qu'on fait la nuit, les prendre en note. Je pense qu'on n'avait pas parlé de ça. On n'avait pas parlé non plus des... Comment, pour ceux qui veulent écrire plus souvent, et suite à l'émission de la semaine dernière, justement, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs qui m'ont dit « Oui, j'avais arrêté d'écrire, mais ça me redonne le goût d'écrire. » Il y en a qui m'ont dit « J'ai été m'acheter un cahier pour pouvoir écrire. » Et ce qu'il faut, le problème avec l'écriture, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça devienne une habitude. Ça fait partie de la routine de vie. Oui. Et j'ai quelques techniques, quelques approches que j'ai utilisées dans le passé qui m'ont aidé à rendre ça une habitude. Oui. Et ce sont des approches dont je peux parler. Oui, parce que c'est ça, parce qu'on était arrivé à ce point, on a parlé aussi crayon versus clavier. Moi, j'ai eu le temps dans le point technique d'écriture seulement d'aborder l'écriture automatique et il nous restait d'autres points, donc je te laisse aller. La façon la plus simple pour décrire, en fait, il y en a deux. Oui. Ça dépend un petit peu de la personnalité des gens. Il y en a une où tu te fais imposer un sujet et tu écris. Oui. Et l'autre, c'est que tu y vas avec ta créativité, ce que tu penses, ce dont tu as envie de parler. Donc, ce qu'on ressent ou notre expérience, notre vécu. C'est ça. Alors, en anglais, le premier, ça s'appelle des writing prompts. J'ai cherché la traduction en français. Je n'ai pas trouvé la traduction en français. Dans le fond, c'est un petit peu comme une improvisation écrite. Okay. On te donne un titre, on te donne un sujet. Des fois, on te dit, essaye d'écrire de telle manière. Et à ce moment-là, tu écris sur un sujet. Par exemple, on va te dire quelque chose comme au coin de la rue, tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, écris le dialogue qu'il y a entre vous.
C'est intéressant, ça. Oui, alors tu n'es pas vraiment obligé de chercher un sujet. On t'impose un sujet et tu dis, bon, je me mets à écrire. Tu écris pendant 10-15 minutes ou jusqu'à ce que l'inspiration arrête. Mais c'est bon pour les gens, justement, qui n'ont pas l'habitude ou bien qui n'ont pas écrit depuis longtemps. Ça nous donne une espèce d'impulsion, en quelque sorte. Oui, ça donne, ça donne au moins l'élan de départ. Oui. Et souvent, ce qui arrive, c'est que plus tu écris longtemps, plus tu t'éloignes un petit peu du sujet et c'est vraiment ce dont tu as besoin de parler qui ressort. Oui. Alors ça, c'est une des techniques que j'ai souvent utilisées les jours où je n'avais pas vraiment d'idée. J'ai dit, bon, OK. Donc, la page blanche, la fameuse page blanche. Oui, la fameuse page blanche. Et en fait, la meilleure façon pour annuler l'effet de la page blanche, c'est d'écrire. Oui. Et sur n'importe quoi, ce qui nous vient à l'esprit. Et si on a, et puis d'ailleurs, ça c'est la deuxième technique, et si on a vraiment rien à dire, on y pense, et je sais pas, j'ai rien à dire, ben la première chose que tu écris, c'est j'ai rien à dire. C'est stupide d'écrire, et à un moment donné, ça sort, et ça vient, et ça vient, et ça vient. Ça rejoint, Laurent, un peu ce que je disais la semaine dernière sur l'écriture automatique. C'était d'abord d'écrire n'importe quel mot, n'importe quoi qui nous vient à l'esprit avec la main gauche si on est droitier. Et ensuite, après 5 minutes, on change de main, et là, ça nous vient de jet, c'est un flot. Par la suite, et puis on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, ça rejoint un petit peu. Un peu. Une fois, parce que dès que tu mets quelque chose sur papier ou sur écran, ce n'est plus blanc. J'espère. Ben oui. Il y a une tache d'encre. Il y a au moins une tache d'encre. Et à ce moment-là, ben, ça coule. Mais en parlant de tache d'encre, juste une petite anecdote. Il faut que je raconte ça aux internautes et aux auditeurs. Des fois, je me dis, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a qu'à moi qui arrive ce genre de choses, mais je pense que non. Hein. Je faisais quelques petites brassées là, ce matin, et puis au moment de transférer les vêtements de la laveuse à la sécheuse, là, je vois une tache bleue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je mets mes doigts. Oh, mon Dieu, catastrophe. De l'encre. J'ai dit, ben ça tient, ça va avec le thème de la semaine dernière et d'aujourd'hui. J'ai dit, ça me suit. Alors, il y avait un crayon à l'encre bleue dans une poche de veste. Et ça a coulé. J'en avais partout sur les mains. Et c'était l'horreur dans la laveuse. Donc, il a fallu nettoyer ça. Et tous les vêtements sont non, finis. Heureusement, c'est resté... Vraiment, c'était localisé à la poche de la veste, mais j'ai eu le temps de mettre les mains dedans. Il y en avait un petit peu, donc, il fallait enlever ça. Puis, il fallait que j'utilise... je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait bien enlever ça? Donc, de l'alcool. Alors, j'ai dû m'imbiber d'alcool tout à l'heure avant d'arriver. Donc, voilà. Un bon petit barbancourt. Ah non, c'est pas le alcool. Ça aurait été intéressant aussi. Donc, mais bon. Voilà, l'écriture me suit, l'encre me colle à la peau. Donc, dès qu'on écrit quelque chose, c'est plus une page blanche, évidemment. Et ça suit. Oui. Et basé là-dessus, il y a une auteure. Oui. Ben, maintenant, on entend autrice. J'ai entendu ça, je fais, mon Dieu, on ne sait plus où s'en aller. Moi, je préfère auteur. Ouais. Qui s'appelle Julia Cameron, qui a écrit un livre il y a plusieurs années. Je pense que ça va faire une trentaine d'années, qui s'appelle The Artist's Way, la voie de l'artiste. Oui. Et une des choses qu'elle recommandait pour faire ressortir la créativité, c'était de faire ce qu'elle appelle les papiers matinaux. Les papiers matinaux. Les papiers matinaux, c'est que ça te prend un cahier et ça te prend un stylo que tu mets à côté de ton lit. Et le matin, dès que tu te réveilles, avant ton café, avant de regarder ton téléphone, avant de méditer, avant de prier, avant tout, tu prends ton carnet, ton crayon, il faut que ça soit fait à la main, et tu fais 3 pages complètes. Ah, OK. Donc, ça peut prendre 10-15 minutes. Et elle dit la raison pour laquelle elle recommande de le faire le matin, c'est que le matin, il n'y a pas de résistance. Oui. Il y a très peu de résistance au niveau du cerveau. Donc, tout ce qui a été accumulé pendant la nuit, les rêves, on parlait des rêves tout à l'heure, d'écrire ses rêves, souvent, les rêves, il faut que tu les écrives tout de suite quand tu te lèves parce que plus tu attends, plus tu les oublies. Tout à fait. Et les idées ressortent des affaires que normalement tu n'écrirais pas parce que tu n'écrirais pas. Ça arrive. Tu n'écrirais pas parce que ton cerveau se met à juger, à critiquer, à dire non, ça c'est pas une bonne idée. Tu t'auto-censures. Mais le matin, tu n'as pas l'énergie pour faire ça. Après une nuit de sommeil, on n'a pas d'énergie. Pour se censurer, non, parce que tu n'as pas encore commencé ta routine de monter les barrières, de commencer à te protéger, etc. Donc, là, quand tu écris, et quand tu fais ça régulièrement,
il y a beaucoup de ta créativité qui ressort parce que ça donne le ton aussi pour le reste de ta journée. Tu n'as pas eu le temps d'être malheureux, d'avoir ton coloc ou ton collègue de travail qui t'est tombé sur les nerfs. Donc, tu n'écris pas avec l'énervement, le stress. C'est vraiment après une nuit de sommeil. C'est fluide. C'est beaucoup plus fluide. Mais aussi, tu mentionnes le rêve, Laurent. C'est toujours intéressant aussi, tout de suite quand on se réveille, parce que ça arrive de se réveiller immédiatement après un rêve, pas seulement quand c'est un cauchemar, mais de l'écrire. Parfois, on se dit, je vais attendre à mon réveil officiel. Par exemple, si on a mis son réveil matin à 6 heures ou à 7 heures, peu importe, et puis on se réveille à 3 heures, 4 heures du matin, il faut l'écrire tout de suite. C'est beaucoup plus frais. Et puis ensuite, on prend un peu de recul et puis on est capable d'analyser un petit peu le rêve. On trouve beaucoup de réponses à travers les rêves. Donc, c'est bien de les écrire. Et moi, j'y retourne, tu sais, parfois des années plus tard, je retourne à certains rêves que j'ai faits qui étaient significatifs. Et puis, je peux faire des parallèles. Je peux voir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Tu vois, j'ai tendance à ne pas retourner sur mon écriture. Ah oui? Oui, tout ce que j'écris dans mon journal, de temps en temps, ça m'arrive quand je me dis, il y a quelque chose que j'ai écrit à un moment donné. Oui. Mais j'ai tendance à ne pas... Quand je recule, c'est quelques jours avant, mais c'est rare que je vais retourner 2, 3, 4, 5 mois avant. Peut-être que je devrais, parce que... c'est ce qui permettrait, comme tu disais la semaine dernière, que tu étais tombé sur une feuille de quelque chose que tu voulais, ton appartement. Un désir. Un désir, et tu es tombé là-dessus. Tu as dit, mais j'ai exactement ce que je voulais. Tout à fait. Donc, j'ai arrêté de me plaindre. On est reconnaissant, effectivement. Mais en effet, alors, mais j'ai pas tendance à retourner. Parce que souvent, moi, quand j'écris, c'est vraiment sors ce qu'il y a dans ta tête. Et si j'ai quelque chose à faire avec, je le fais tout de suite après. Mais de retourner en arrière, mais je trouve ça intéressant aussi parce qu'on peut voir notre évolution par rapport à l'écriture. Est-ce qu'on a acquis, par exemple, du vocabulaire ou bien au niveau de notre pensée, notre état intérieur? Est-ce que ça a évolué ou bien on a stagné? Je pense que ça nous permet de faire une belle analyse aussi sur soi, de s'auto-évaluer, de se questionner. Moi, j'aime ça, en tout cas. J'adore retourner à l'intérieur, à la source et puis de voir où est-ce que j'en suis avec ma vie, dans mon cheminement. Que veux-tu? C'est mon petit côté spirituel. Ben, c'est bon. Croissance personnelle. Moi, je pense que j'ai arrêté de faire ça parce qu'à un moment donné, tu sais que j'expliquais la semaine dernière que c'était quand ça allait mal que j'écrivais. Oui. Et à un moment donné, je pense que il y avait 1 an ou 1 an et demi qui s'était passé. Et je suis allé pour écrire et j'ai regardé la dernière entrée. J'ai dit, c'est la même affaire. Oui, justement, voilà. Alors, ça te montre que tu es encore au même point. Mais arrête de regarder, là, essaye de progresser. Non, mais c'est bon parce que ça t'a fait prendre conscience que tu étais encore au même point. Alors peut-être que tu avais besoin de, je ne sais pas ce que c'était exactement, mais besoin de régler. Tu n'avais pas fini de régler la situation ou le problème et puis même d'obtenir une guérison plus en profondeur. Donc c'est bon de retourner derrière. Pas trop ressasser le passé, mais un petit saut de temps en temps. Mais c'est ça, mais après ça te fait te remettre en question. Et qui veut se remettre en question? Tout le monde, c'est important. C'est très important de se remettre en question. Ça nous permet d'évoluer. Oui, en effet. Justement, on va en parler justement dans le livre d'Harry en passant. Oui. Dernier que j'ai noté, c'est l'écriture objet. D'accord. Alors, l'écriture objet, c'est une technique qui te permet de mettre tous les sens dans l'écriture. D'accord. Plus tu es capable d'intégrer des sens dans ton écriture, plus ça va parler aux gens et plus tu vas avoir un effet sur le lecteur. Donc, il y a combien de sens à écrire? Combien? De sens? Oui. Combien de sens à écrire? Oui, c'est ça. Quand tu écris avec tous tes sens, il y en a combien? Moi, je dirais 6, parce que moi, j'ai mon 6e sens qui est très, très affiné, mais 5. 7. 7? Ah! Alors, il y a les 5 sens connus, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue et le toucher. Oui. Le 5e, c'est le 6e, oui. Je ne sais pas compter. J'ai raté mes maths. Il est en 2e année, il vient de compter avec ses doigts. 5 sens, puis là, le 5e, j'ai plus de doigts. Organique. Oui. Organique, c'est comment ça te fait sentir à l'intérieur, qui est quelque chose que tu ne peux pas avoir avec les 5 autres sens. C'est ça, le 6e sens. Et le 7e, c'est ta relation avec l'extérieur. Okay. En général, ça parle du mouvement, du déplacement. Donc, comment toi, tu agis, comment tu interagis avec l'environnement. Avec l'environnement. Okay. Alors, la technique, c'est que tu choisis une situation, une personne, un objet, peu importe, et pendant 10 à 15 minutes,
tu décris cet objet, cette situation en utilisant tous les sens. OK. Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? OK. C'est quoi le toucher? Quel est l'aspect tactile? Et quand tu rentres dans l'aspect tactile, comment ça te fait sentir à l'intérieur? Comment ton corps réagit? Quand tu sens aussi, comment ça te fait sentir? Ouais. Oui, alors c'est quoi l'effet sur tes organes, sur ton cœur, ta respiration, ton mental, et comment tu réagis avec l'extérieur, mais pas juste l'objet, mais avec l'environnement, comment ça te fait réagir par rapport à ce qui se passe autour de toi. C'est intéressant, ça. Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de la musique qui utilisent cette approche parce que ce que tu veux quand tu écris de la musique, surtout des chansons romantiques c'est que ça touche les gens, on veut que ça les fasse vibrer. Quand tu parlais d'organique tout à l'heure, mais c'est ça, c'est de vibrer. Et j'imagine aussi que ça peut être d'une grande aide pour les gens qui veulent... est-ce que j'ai du son? Je m'entends plus. OK. Alors, ça peut être aussi de grands soutiens pour ceux qui veulent s'adonner à l'écriture de romans, par exemple. Oui. Ouais, développer cette capacité à décrire. En fait, n'importe quoi où tu veux accrocher l'autre personne, n'importe quoi où tu veux faire la personne réagir, il faut que tu sois capable de bien décrire. Oui. Les romans, c'en est un, c'est le premier auquel on pense. La poésie, c'en est un autre, on va sûrement en discuter tout à l'heure. Il y a aussi en anglais, on appelle ça le copywriting, c'est le fait d'écrire des lettres de marketing pour inciter les gens à acheter un produit, un service, peu importe. Ce qu'ils essayent de faire souvent, c'est de voir comment est-ce que la personne pense, comment elle se ressent. Et quand tu décris ce que le service, le produit, peu importe, te donne comme bénéfice, tu essaies de couvrir tous les aspects. Parce que c'est ça qui va faire que les gens, premièrement, vont lire ce que tu as écrit et deuxièmement, vont réagir et poser un geste. Dans les œuvres caritatives, quand tu veux que quelqu'un donne, c'est ce que tu dois faire. Tu dois lui dire, voici ce que ça va te faire à toi, voici ce que ça va faire aux autres, voici les effets de ton don. Mais il faut que ça soit écrit d'une façon où les gens se sentent... Il faut aller chercher l'émotion, en fait. C'est toujours ça. Que ce soit pour un film qu'on réalise, un court-métrage, peu importe, il faut toujours aller chercher l'émotion. Même dans les nouvelles, les gens ne penseront pas nécessairement à ça, mais quand on regarde les nouvelles à la télé, vous allez voir qu'on va toujours donner l'exemple d'une personne. On va prendre un cas. Parce qu'autrement, c'est trop vaste, c'est trop général, on ne se sent pas interpellé. Mais quand on parle d'une situation, de cet enfant, de cette femme, de telle personne, à ce moment-là, on est beaucoup plus touché. Quand on fait un appel au don, bien, on veut aider cette personne, entre guillemets. Donc, et puis, ça crée un lien, ça crée une connexion et ça nous rappelle nous-mêmes. On peut se dire, bien, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon enfant, ça aurait pu être mon mari, mon frère, ma soeur, etc. Donc, on va chercher l'émotion. En effet. Et d'ailleurs, pour écrire, lorsqu'on écrit qu'on veut publier et qu'on écrit spécifiquement pour qu'on soit lu et que les gens réagissent, souvent on dit « pense à ton lecteur ». Mais un lecteur. Tu ne penses pas à 1 million de lecteurs, tu choisis un lecteur. C'est la femme à la maison qui est tannée d'avoir ses enfants qui laissent tout traîner, qui a un mari... Quel idiot! J'ai dit à qui le dis-tu? Franchement. Voilà, là. On parlait des 5 sens. Tu as un sens qui est un petit peu embrouillé. Un petit peu qui est embrouillé. Non, et il faut vraiment, et si tu es même capable de faire une image physique de la personne à qui tu écris pour cette personne-là, et ça a un effet, un plus grand effet que si tu écris dans le vague, avec une vague idée de la personne à qui tu t'adresses. C'est ça, donc être précis, se donner des images pour pouvoir s'y accrocher. Bien, Laurent, c'est très intéressant, ma foi. Hein? Oui. On apprend beaucoup de choses, nos auditeurs et nos internautes aussi. Puis, c'est ça, juste peut-être rappeler, quand j'ai parlé d'écriture automatique, il y a des gens qui connaissent l'écriture automatique qui est beaucoup plus mystique. Hein? Il y a un côté
tu sais, un peu, c'est ça, mystique derrière ça, où il y a des gens qui vont voir comme des médiums et puis ils appellent des entités décédées qui révèlent des choses. Moi, c'est pas du tout ça. OK, on s'entend. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est autre chose où on entre en contact avec notre source intérieure et on va chercher au plus profond de notre être justement des réponses à des questions qu'on peut avoir, donc toutes sortes d'interrogations. On peut avoir des inquiétudes, etc. Et ça vient nous apaiser. Alors, c'est complètement autre chose. Voilà. Écoutez, j'attends toujours mon invité. On va prendre une petite pause musicale. S'il n'est pas là, je vais débuter quand même, commencer à vous parler de son livre qui est, ma foi, un bijou. Laurent, tu as eu la chance, toi aussi, de lire quelques extraits. Les images sont magnifiques parce qu'il y a eu une collaboration aussi, il faut le dire, avec des artistes peintres. Vraiment, c'est d'une beauté. Donc, j'ai très hâte. Le livre est divisé en plusieurs sections, chapitres, dans plusieurs thèmes. On s'en reparle tout à l'heure. Restez à l'écoute. Arrivé à Paris, on m'a dit de très bonheur. Pour y couvrir, pas de moyen pour n'atterrir. Pour contrarier, pour prier, mon Dieu. Pilote la guerre, puis l'expérience, il fait façon de remonter encore. Comme son mission, remettre la brouille pour l'accomplir. Nous fait le tour des grands pays d'Europe. Nous retournons en France, n'a pas pu chanter si là. Nous venons apprendre John Lennon passé, et nous la vie d'un homme n'est rien. La paix des belles mélodies là, tous les frères musiciens passés. Coltrane, Sirogo, Dodo, Flego, et tous les frères musiciens. La vie
Prêt auto la caille facile. Prêtautola-caille-facile.ca Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montrémarcy. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bon prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alors voilà, de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Aujourd'hui, nous recevons l'invité, M. Harry Metellus, qui est auteur. Alors, il est arrivé. Bonjour, Harry. Bonjour, Stéphanie. Alors, permettez-moi d'abord de m'excuser. J'ai raté la sortie qui mène à la radio, donc ça justifie un petit peu mon retard. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, Harry, tu nous as fait un magnifique cadeau. Je disais avant ton arrivée que c'est un réel bijou, ce recueil de poésie Résurgence, poésie débridée. Alors, c'est ton tout nouveau, en fait, c'est le seul, je crois. Tu n'en as pas écrit d'autres. C'est ma première publication. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est ça. C'est le résultat d'une quête depuis ma tendre enfance. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je ressurgis. Mais c'est excellent. J'aimerais quand même te présenter rapidement pour nos auditeurs et internautes. Donc, Harry Metellus est né à Port-au-Prince, Haïti. Il vit au Québec depuis 40 ans. C'est un passionné de littérature, de peinture, de photographie et de musique.
Harry est panafricaniste et s'intéresse aux problèmes identitaires, sociaux et environnementaux. Alors déjà, Harry, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'être un panafricaniste? Alors c'est un mouvement déjà qui est né dans les années 60 et je te laisse poursuivre. Donc normalement, le panafricanisme, c'est un mouvement identitaire qui veut quand même donner une réponse au colonialisme. Vous savez que nous afro-descendants et aussi les Africains, nous avons été victimes de tout ce qu'on appelle le colonialisme qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nos pays sont exploités, nous sommes dominés, nous sommes dans beaucoup de cas des aliénés. Nous ne connaissons pas nos passés, nous ne connaissons pas d'où nous venons. Même ceux qui sont en terre africaine, vous avez des noms français, des noms anglais, toutes sortes de noms. Les religions qu'on nous donne sont des religions importées. On nous fait comprendre que nos religions, nos racines, c'est de la sauvagerie, c'est de la sorcellerie, alors que normalement, nous avons eu un passé glorieux. Glorieux, tout à fait. Donc tout ça, c'est ce qui définit le panafricanisme. C'est une sorte de réponse à tout ce qu'on appelle colonisation. Et c'est aussi une façon de rêver à nous ce qu'on appelle l'identité africaine. Oui, donc c'est intéressant parce qu'on voit tous tes intérêts. On parle ici aussi de problèmes identitaires, sociaux, environnementaux, et tout est là dans ton recueil du début à la fin. On voit tout un processus et c'est réellement la vie, en quelque sorte, d'Harry qu'on lit à travers ce recueil. Parce qu'au début, on voit l'amnésie, par exemple, la perte de mémoire de notre histoire, comme tu dis. Ensuite, il y a le deuxième chapitre qui s'intitule « Le réveil ». Alors, est-ce que c'est vraiment ton cheminement personnel que tu nous dévoiles un peu à travers ce recueil? Oui, effectivement. Moi, je peux dire que si on parle de réveil, c'est presque c'est une quête continue, mais je peux dire il y a 2 ans de cela, j'ai fait une rencontre avec Joseph Pierre-Léonard, qui est un panafricaniste, un afro-genèse aussi, qui a aussi près du vaudou. Et son discours m'a interpellé parce que lui, il parlait toujours de ce qu'on appelle l'affirmation de soi, de l'identité africaine et aussi d'honorer nos ancêtres. Parce que c'est très important. Nous avons un passé, nous venons d'un endroit, malheureusement, on a effacé notre nom, on a effacé notre histoire pour nous mettre dans un carcan où nous sommes dans la cour des autres. Donc, pour moi, ça a été un déclic pour moi pour vraiment aller vers cette voie-là. Oui, et on peut citer aussi Kémy Séba aujourd'hui qui sensibilise beaucoup les populations afro, que ce soit des Antillais, les populations africaines aussi, à cet éveil, à être sensibilisés à la réalité dans laquelle nous sommes en ce moment. Justement, par exemple, Kémy Séba, c'est le fruit de toute cette quête qui a commencé avec Cheikh Anta Diop. Et lui, il est l'enfant de Cheikh Anta Diop au niveau de ce que j'appelle de la pensée. De la pensée, De la pensée. Donc, il continue le combat. Et je crois que ce combat-là, ce n'est pas lui seulement qui le mène. Il y a une résurgence dans le milieu panafricaniste, dans le milieu africain, dans le milieu aussi, je peux dire, de tous ceux qui sont colonisés. Oui, absolument. Et on peut aussi citer les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba qui ont fait ce travail, qui ont mené cette lutte. Et qui ont été malheureusement assassinés. Oui, absolument, parce qu'on en parlait un petit peu en pré-entrevue téléphonique, c'est que quand il y a des éveilleurs de conscience, comme on dit, souvent on les extermine, on veut les faire taire. Donc, ces gens-là, ça nous démontre à quel point leur travail est important. Et il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent la relève, comme Kémy Séba, justement, et que toute la nouvelle génération se tienne debout, se lève et puis continue à mener ce combat qui n'est pas prêt de... Et si vous regardez le travail de Kémy Séba, il ne s'arrête pas seulement à l'Afrique, il s'adresse aussi à la diaspora africaine, en général. Donc, nous faisons partie de l'héritage afro-genèse. Quand je parle d'afro-genèse, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi l'afro-genèse. Genèse, c'est le commencement. L'Afrique est le commencement de l'humanité. De l'humanité et de la vie. Et nous, quand nous parlons d'afro-genèse, nous allons à la source. Nous n'allons pas au religion,
aux reliquats du colonialisme qui nous fait obéir aux colons, qui nous fait accepter notre état de choses. Nous allons dans ce qu'on appelle les glorieux. Passé, ça veut dire aussi que nous pouvons être aujourd'hui ce que nous sommes. Nous pouvons aller plus loin. Absolument. Et tu avais une question, Laurent? Il a déjà répondu à Afro-Jeunesse. Ben oui, Afro-Jeunesse, c'était ma question, justement. D'où ça venait, ce que ça représentait, et c'est quoi qu'est-ce qui crée cette mouvance de l'Afro-Jeunesse? Normalement, l'Afro-Jeunesse, c'est un mouvement panafricaniste. C'est-à-dire, c'est se demander d'abord et avant tout d'où nous venons et aussi ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Parce que c'est très important de s'affirmer. Moi, je dis souvent, si vous regardez le premier poème, J'ai perdu ma mémoire. En fait, c'est toute cette frustration qu'on a. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où l'on vient. On ne sait pas notre identité. Et on est pris dans la cour des autres. C'est-à-dire, c'est l'autre qui nous mène, c'est l'autre qui nous brigue. Oui, qui nous domine. Qui nous domine, qui nous dicte qui nous devons être. Exact. Comment nous devons penser. Exact. Et si tu permets, je vais lire un extrait justement de J'ai perdu ma mémoire. Oups, point d'exclamation. Alors, le trouble envahit mon être. Guéguerre infernale, labyrinthe à perdre la tête. Bateau sans gouvernail, mer tumultueuse, dans un monde inconnu, cauchemar inquiétant où tout est confus. Peine à me retrouver, mon âme bouleversée s'interroge. Sans papier, sans identité, sans boussole, sans GPS, sans repère. Je me retrouve seule, monde étranger. J'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon langage. Ma famille, mes ancêtres, ma genèse, mon histoire. Une carte vide dans un cerveau blanchi par ceux qui ont capturé mon âme. J'ai perdu ma mémoire. Je n'ai plus de mémoire. Qu'a-t-on fait de ma mémoire? Dans un tunnel sans fin, je suis à la merci de l'autre. De l'autre qui m'a zombifié. De l'autre qui m'a momifié. De l'autre qui m'a modifié. Me laissant dans un coma profond et infini, incapable de bouger, incapable de me réveiller. Univers mesquin d'un monde civilisé. J'ai perdu ma mémoire. J'ai perdu mon langage. À la dérive des océans infinis de mensonges qui me maintiennent dans un état comateux, seuls les chants du vent me rappellent que j'existe. Mémoire morte, mémoire de toutes les contrées égarées. Reviendras-tu me raconter ce que je ne sais pas de moi? Reviendras-tu me montrer le chemin de la renaissance où les morts zombifiés n'auront pas accès? Mémoire de toute ma vie perdue, mémoire, montre-moi le chemin qui mène à la liberté des lumières éternelles. Mémoire de ma vie bafouée et enterrée dans la mémoire de l'autre. Redonne-moi la liberté du vévet mystérieux aux 1000 facettes où on ne pourra plus te voler, où on ne pourra plus m'aliéner, où enfin je reviendrai moi-même. Oups, c'est de toute beauté. Merci. J'ai dit que j'allais lire un extrait, mais c'était trop tentant de continuer. C'est fabuleux, vraiment. Je ne sais pas comment tu t'es senti, Laurent, à la lecture de ces quelques phrases. Moi, j'ai une question par rapport à la poésie. Est-ce que la poésie est supposée être lue ou est-ce qu'elle est supposée être dite? Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que j'ai une relation mi-figue, mi-raisin avec la poésie. Et j'écoutais Stéphanie lire et la perception que j'ai de ce même poème quand moi je l'ai lu et quand je l'ai entendu être lu par Stéphanie est très différent. Alors je me demande, la poésie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est supposé être seulement lu comme un roman ou un essai, ou est-ce que c'est quelque chose qui est supposé être dit? C'est une excellente question. C'est une belle question, mais moi je dirais surtout à travers la poésie à la musicalité.
Oui, l'intonation. L'intonation. Ouais. Et quand on parle d'intonation, ça veut dire on rentre dans le langage du poète, on rentre dans le personnage. Moi, ce que j'ai trouvé très bien extraordinaire avec Stéphanie, c'est qu'elle a su trouver le ton dans le temps pour exprimer ce que moi, je veux exprimer à travers le texte. Et quand tu parles, par exemple, de ce que j'appelle est-ce qu'on doit lire ou dire le poème, je crois que normalement les deux doivent se faire. Parce que il faut prendre le temps. Par exemple, on peut passer une première lecture, une deuxième lecture, mais c'est après qu'on ressent ce qui se passe à l'intérieur du texte. Et tout à l'heure, si je peux me permettre, Laurent, je vais faire un lien, un pont avec ce que tu exprimais lorsque tu as parlé d'une des techniques d'écriture, d'utiliser les 7 sens, en fait. Et je pense que quand on lit un poème, il faut justement utiliser, exploiter ces 7 sens. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir laisser ce texte nous pénétrer et avoir un sens, justement. Et il y a aussi toute la question de notre propre histoire, notre propre vécu, notre propre perception qui entre en jeu aussi dans la lecture de ce poème. Parce que quand je l'ai lu, j'ai compris et adhéré absolument à ce qui était dit, mais ça dépend de son expérience personnelle. Quelqu'un d'autre peut lire le même poème et ne pas comprendre, ne pas ressentir, parce que cette personne n'aura pas vécu ce que nous, par exemple, en tant qu'Afro, en tant qu'Antillais, avons vécu. Cette expérience, par exemple, d'être, tu parles beaucoup, d'être dans les pas de l'autre, de se laisser diriger, guider, etc. Tu dis même qu'on perd notre langage, mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas le saisir, ne peut pas le comprendre. Exact. On perd notre mémoire, on perd aussi notre langage. Et le langage, c'est quoi? C'est sa façon de s'exprimer, c'est la façon d'extérioriser ce qui nous habite. Voilà. Oui, c'est d'une grande beauté. Je trouve ça vraiment magnifique. Et une chose aussi qui m'interpelle, Harry, dans ton texte... oui, bon, voilà. Pas seulement dans le texte, mais je vois dans les images, à travers ton recueil, la présence, évidemment, du vaudou, qui est la religion, évidemment, bon, pas seulement de nos ancêtres, des Haïtiens, plusieurs peuples afrodescendants, etc. Ici, tu dis, redonne-moi la liberté du vévé mystérieux aux 1000 facettes. Qu'est-ce que tu veux nous dire précisément par rapport au vévé? Et comment le vévé peut apporter justement cette liberté? Et d'ailleurs, déjà, qu'est-ce que le vévé, pour le bénéfice de nos auditeurs? Alors, vous avez peut-être un exemple, là, ici, avec le réveil, justement. Oui, exactement. Le vévé, quand même, c'est un signe qui représente les dieux ou bien la loi vaudou. C'est comme pour le chrétien la croix ou d'autres religions. Nous autres, c'est une façon pour nous d'exprimer, pour dire ce que nous sommes. Et quand je parle de vévé mystérieux, tout est mystérieux. Et il faut aller à son dans son intériorité, dans son intérieur, pour se découvrir. Pour moi, quand je parle de vévé mystérieux, c'est tout ce qui est caché en moi. Tout ce qui est caché en nous. Pas en moi seulement, en nous. C'est-à-dire, redonnez-moi le vévé mystérieux, c'est-à-dire que tout ce qui est de secret en nous, tout ce qui est nous-mêmes. Tout ce qui a été déposé par nos ancêtres. Exact. Et tout ce qui nous est même inconnu. Tu disais tout à l'heure, tu avais parlé d'identité, tu avais parlé pas de l'identité, mais de la quête du soi. Oui. C'est ça, donc cette quête du soi, nous-mêmes, parfois, il y a des aspects, des dimensions de nous qui sont inconnus. Voilà. Alors, ce que les ancêtres nous ont légué, donc d'aller à la recherche, à la quête, à la source. À la source, oui. Donc, voilà, c'est beau. Et par la suite, donc après avoir parlé de la mémoire perdue, donc l'amnésie, on tombe dans le réveil. Alors, une fois qu'on a pris contact avec cette présence moi conscience, notre subconscient en quelque sorte. Voilà, on a pris conscience. Exactement, on reconnecte à soi, ça nous amène ensuite tu as le 3e chapitre, les épreuves du réel. Il y a le réveil, il y a les épreuves du réel. Oui, le réveil, c'est en 2e. J'aimerais aussi que tu montres un peu l'image.
Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Ce verre représente l'Igba. L'Igba, c'est le Dieu qui fait le pont entre l'homme et les grands esprits. Oui. Et c'est aussi un carrefour. Un carrefour où l'on se retrouve, où l'on aussi se reconnaît. Oui. Qui nous ouvre les portes en nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce verre ici. Au niveau symbolique, c'est quand même, pour moi, c'est très fort. Et justement, quand on vit ce réveil, c'est qu'on n'accepte plus cette domination de l'autre. Et on va maintenant à la recherche, à la quête de notre histoire, de notre genèse, justement. Mais tout ce processus peut nous amener, ou pas peut, nous amènera forcément à vivre certaines épreuves, les épreuves du réel. Parce que quand on vit de façon inconsciente, c'est comme si, bon, justement, on a la mémoire endormie, on est un petit peu comme un automate, mais dès l'instant où on est en éveil, et c'est ce que parfois l'humain appréhende, c'est qu'on doit être confronté à certaines réalités qui ne nous font pas plaisir. Exact. Oui. Alors, les épreuves du réel, j'aimerais que tu nous en parles peut-être brièvement, parce qu'il y a quand même 10 chapitres, 10 thèmes. Oui, mais quand je parle des épreuves du réel, c'est un regard sur notre société. Oui. J'ai 2 poésies dans ce chapitre, Photo à demi-teinte, et aussi Les jeux de la misère. Photo à demi-teinte. À demi-teinte et Les jeux de la misère. Dans Photo à demi-teinte, ce que j'essaie de faire voir, c'est que souvent nous avons une impression de l'autre qui n'est pas vraie. À travers une photo, moi j'ai fait de la photographie et j'aime ça. Mais à travers la photographie, on peut dire tout sans rien dire non plus. Si vous regardez aujourd'hui sur Facebook, les gens affichent de belles photos sur Instagram, etc. Mais est-ce que tu connais la personne? Effectivement, oui. Est-ce que tu connais l'autre? Est-ce que tu connais sa souffrance? Est-ce que tu connais ses joies vraiment? Il y a des gens qui mettent de belles photos pour simplement cacher leur amertume. Leur mal de vivre aussi, leur mal-être. C'est une façon pour moi de montrer que malgré tout, on ne peut pas connaître l'autre. Il faut commencer à apprendre à connaître l'autre. Dans l'autre poème que j'appelle Les jeux de la misère, c'est un constat que tout le monde fait. Et ce poème, pour moi, est universel dans la mesure où la misère se déballe chaque jour devant nos yeux. Mais souvent, la misère est tellement intense que l'on prend la misère comme un jeu. C'est comme un jeu de Nintendo, c'est rien. Je prends un exemple en Haïti. Aujourd'hui, on entend des gens qu'on tue dans les bidonvilles. À force de répéter, c'est comme si c'était une chose ordinaire. On finit par, ça devient banal, on finit par s'y habituer, on ferme les yeux. Mais parfois aussi, c'est parce qu'on ne veut pas, comme j'ai dit, être confronté à ça. Donc, on préfère mettre de côté pour ne pas vivre la souffrance aussi que cela peut générer en nous. Et notre responsabilité face à cette misère. Et moi, j'invite les gens à méditer sur la misère. Si tu veux lire un petit extrait, parce que c'est comme un voyage que fait à travers un enfant qui est dans un bidonville. Je le lis ou tu le lis? Tu peux le lire. Veux-tu lire, Laurent? Tu peux lire. Laurent, tu peux le lire. Ça va? Je te laisse... Voilà. Les jeux de la misère. Je vais sortir le poète en moi. Et la voix radiophonique. Un égout à ciel ouvert, un enfant à demi nu, habillé en haillons, souliers délabrés. Un enfant souriant qui salue les passants, les yeux défaillants, la peau collée au ventre, blanchie par la poussière. Sous un soleil de plomb, l'enfant déambule dans une rue crevassée. Des maisons en tôle, en tissu et en carton délavé, entourées de rigoles servant d'accotement, puanteurs à couper le souffle, des corps abjects. Des hommes, des femmes enceintes, des bébés, des enfants, des vieillards, au regard hagard, plantés et résignés. Les jeux de la misère créent une ambiance ignoble. Les jeux de la misère nous interpellent.
Tu vois, on entend le texte et ça nous saisit, ça nous prend de l'intérieur. On a l'impression d'y être. Ça devient très visuel. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement été exposé pour être touché. Parce que les mots que tu as choisis sont forts. Les mots sont percutants et décrivent bien, justement, la réalité que tu veux bien nous décrire. Je ne sais pas, Laurent, comment tu t'es senti en lisant ça ou si tu étais mais finalement, je réalise préoccupé à avoir une voix radiophonique pour être touché. Au lieu de parler comme ça! on allait jouer. En fait, je réalise que, je disais au début que ma relation avec la poésie était mi-figue, mi-raisin. Quand j'étais jeune, on faisait des spectacles à Sherbrooke, on faisait des spectacles et les artistes locaux présentaient des pièces, etc. Et puis il y avait un gars qui avait un poème que j'ai entendu des dizaines de fois et c'était récité par sa fille que je pense qu'elle était traumatisée par le poème, elle détestait le poème, mais chaque fois qu'il y avait un événement culturel, il fallait qu'elle le fasse. Son père lui imposait de lire ce poème. Ouais. C'est de la torture, ça? Mais c'est de la torture. Moi, je pense que c'est parce que le gars, je sais pas. En tout cas, selon moi, c'est ce qu'on appelle en bon français un ego trip. Et j'ai écrit un poème, tout le monde doit le connaître par cœur. Et je pense que ça a beaucoup teinté ma perception de la poésie. En plus de ça, à l'époque, on nous apprenait des règles extrêmement rigides. Les rimes, le nombre de pas, combien de strophes, combien de si. Mais quand je regardais le recueil, je n'ai pas retrouvé ça. Toutes ces règles, toutes ces règles rigides, ces limites. Ces contraintes. Et j'étais curieux de comprendre comment on en arrive à ça par rapport tu rimes la première ligne avec la deuxième ou la première avec la troisième, jusqu'à quelque chose maintenant où les lignes n'ont pas toutes le même nombre de syllabes, il n'y a pas nécessairement de rimes. Qu'est-ce qui a changé ou est-ce que ça a toujours été, je n'ai juste jamais vu ça? Il y a une transformation peut-être? De toute façon, ça a toujours été, parce qu'au niveau de poésie, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a des vers rimés, mais aussi il y a des vers libres, ce qu'on appelle la prose un peu. Moi, j'aborde beaucoup plus la prose, parce qu'en prose, pour moi, on est beaucoup plus libre. On n'est pas... On a la sonorité, on a ce qu'on appelle la tonalité, mais aussi on a la liberté de ne pas se laisser confiner dans des règles strictes, comme tu dis, où l'on a vraiment des vers alexandrins ou d'autres choses comme ça. Là, non. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. Mais il n'en demeure pas moins qu'on retrouve un rythme, on retrouve une musicalité. Exact, c'est la musicalité qu'il faut chercher. Oui, tout à fait, malgré le fait qu'il n'y ait pas de rime, comme tu dis, Laurent, ou bien que les phrases n'aient pas la même longueur, etc. Mais il y a quand même un rythme. Et c'est ce qui fait la différence, justement, par rapport à ta question de lire ou de dire. Il y a un rythme, il y a une musicalité, il y a des intonations qui vont ponctuer, justement, le texte et qui vont maintenant transmettre une émotion à la personne qui écoute, comme à la personne qui lit aussi. Voilà. Oui. Alors, mon Dieu, il nous reste, parce que notre directeur nous a accordé un petit peu plus de temps, parce que comme notre invité est arrivé un petit peu plus tard, donc on a un peu plus de temps. J'aimerais rapidement mentionner les autres chapitres ou thèmes, Harry, parce que dans ta présentation initiale, j'ai mentionné ici que, en plus d'être panafricaniste, tu t'intéresses aux problèmes identitaires, sociaux et environnementaux aussi, et tu as un chapitre après les épreuves du réel qui parle de la nature. Alors, le chapitre 4, le ton de la nature, et où tu soulignes évidemment ce qui s'est produit en Haïti, le tremblement de terre de 2012. Alors, un texte très intéressant aussi. Nous n'aurons pas le temps de le lire parce que le temps file. Et par contre, il y en a un qui s'intitule « Débandade », que je trouvais intéressant. Tu m'avais mentionné quelque chose de bien par rapport à « Débandade ». Que c'était un petit peu le... Ce texte m'a inspiré... Quand je parle de débandade, c'est ce qu'on appelle le désordre des gens et qui subissent les conséquences de leur désordre. Lorsque le coronavirus est arrivé, j'ai réfléchi, j'ai voulu
faire un texte sur le coronavirus directement. Oui. Mais je me suis dit, en tant que poète, tu peux t'exprimer autrement. Tu veux dire la même chose sans dire sans qu'on dise la même chose. Donc, débandade pour moi, c'est l'homme ou la femme dans ce désordre qui ne respecte rien, qui s'en fout de tout. Mais quand ça frappe fort, c'est la panique. Oui. C'est la panique totale, c'est la peur, ce sont les cris, etc. Et on réalise notre limite, notre petitesse. Voilà, exactement. Donc, si tu veux, moi, je peux étant donné que vous m'avez permis de me lire. Oui. Juste cette page, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Exactement. Débandade. Les pas des vents grincent les nuages, ondes de choc qui brouillent le silence. Réveille les sens des éveillés. Les pas des vents grincent les nuages, présage d'un temps sombre et austère. La nature fait des vagues, la nature gronde, la nature s'éclate. C'est très beau, Harry. Et tu vois ici, justement, tu as mentionné ondes de choc qui brouillent le silence, réveille l'essence des éveillés. Et ça m'amène rapidement à mentionner le prochain chapitre, Essence. Essence, c'est d'une grande beauté aussi, les œuvres. En fait, il y a 2 tableaux ou un seul, je ne sais plus. C'est un seul tableau. C'est magnifique. Et puis, Essence, le premier poème, c'est « Je suis éternel ». Et ce qu'on disait justement en pré-entrevue, c'est que on ne peut être conscient de notre éternité que lorsqu'on est en éveil. Voilà. Justement. Et l'autre, c'est la causerie de l'âme, le prochain poème de ce thème, causerie de l'âme. Donc, on peut développer maintenant cette conversation avec soi-même, avec son âme, quand on est en éveil. Donc, c'est toute une richesse que d'être éveillé. Oui. Et soulignons aussi rapidement le chapitre 6, les combattants de la liberté, hommage à ceux qui sont morts. Donc, ensuite, il y a souvenir de jeunesse, nous avons vanité, le sacre des méritants. Le sacre des méritants, le poème apothéose d'une guerrière que j'aime beaucoup. Donc, c'est ici un hommage à ta mère. Oui. Est-ce qu'on voit, Gary? Oui. Un hommage à ta mère. Je pense que rapidement, ça vaut la peine de lire peut-être la première page aussi. Non, il faut lire au moins 2 pages. Au moins 2 pages, ok. Tu peux lire. Ok, d'accord. Alors, apothéose d'une guerrière. Le soleil s'éteint graduellement dans ma chambre, effaçant tout ce que j'ai de meilleur. Les battements de mon cœur augmentent pour un dernier adieu à une guerrière. Au son des trompettes et des ovations, elle commence sa route au volant de son char pour traverser le fleuve inondé de parfums. Des lilas blancs, des lilas rouges ornent les rives sacrées d'un flot réservé aux illustres âmes. Le char prend son envol, ne laissant que les beaux souvenirs d'une guerrière douce et tendre. Une guerrière méritante, sans tache et sans reproche, fière d'une mission accomplie. Elle nous regarde au loin, contente de ses legs éternels dans la poussière arc-en-ciel du firmament. Wow. Harry, je dois dire aux auditeurs que je te connais depuis de nombreuses années, depuis que je suis toute jeune en fait. Et j'ai toujours su que tu avais une belle plume, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de te lire. Et sincèrement, je vais me délecter. Je n'ai pas pu le lire dans son entièreté, mais je vais le faire avec joie. Et vraiment, ça me touche. Et ce texte me rappelle ma propre mère, ma propre guerrière, que j'honore constamment malgré le fait qu'elle soit partie depuis des lustres. Mais c'est bien comme ça de rendre hommage et d'honorer les femmes voyantes qu'on appelle, nos femmes qui se battent, qui luttent, qui ont ouvert le chemin aussi en arrivant ici et permettant à notre génération justement de vivre dans une terre d'accueil remplie de possibilités. Et je pense que c'est tout le temps que nous avions et ça me permet justement de clôturer avec le dernier thème qui s'intitule « Fou de toi ». Alors, Fou de toi, Montréal. Et vraiment, Harry, c'est une excellente idée que, justement, de rendre hommage aussi à Montréal qui nous a accueillis. Et c'est intéressant de voir que la quête identitaire, notre amour pour nos origines, nos ancêtres, n'empêche pas que nous puissions aussi aimer cette terre d'accueil. Alors, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut
on peut apprécier. Il y a des gens qui croient que je ne peux pas aimer Montréal ou je ne peux pas y mettre mon cœur, sinon c'est comme une sorte de trahison. Et ça, c'est une erreur. Mais moi, j'ai adopté Montréal. Oui. Montréal a fait tout pour moi. Oui. Ma grande jeunesse, c'est Montréal. Oui. Je ne peux pas ignorer Montréal. Et ce serait hypocrite de ma part de dire que Montréal ne fait pas partie de moi. Montréal fait partie de moi. Tout à fait. D'ailleurs, je prends toujours plaisir à photographier Montréal. Mm-hmm. Et si vous regardez la photo ce sont mes photos à moi. Oui. Ce sont des photos que j'ai prises, parmi les photos que j'ai prises. Oui. On me taquine souvent sur Facebook me disant, toi là, tu rentres toujours, tu dis que tu aimes Montréal tout le temps, oui. Alors que nous aimons propre. Il dit pas de problème, c'est votre droit, mais moi j'aime Montréal. Oui, oui, tout à fait. Et moi aussi j'aime Montréal, j'adore Montréal, j'adore la langue française, on en a parlé un petit peu, ça me coule dans les veines, mais j'aime aussi le créole, j'aime aussi Haïti, j'aime aussi ma culture, j'aime mon identité haïtienne, donc on est tout ça à la fin. Mais aussi, toi tu contribues à Montréal aussi, à la beauté de Montréal. Merci. Harry, celui-là, je me permets, il est très ouvert. Je me permets de dire ça justement en conclusion, c'est que Harry Harry a une anoxie cérébrale, c'est ça, à la naissance. Oui. Donc, tu as manqué d'oxygène, ce qui t'a laissé une paralysie partielle au cerveau, donc avec des séquelles physiques seulement. Et je le mentionne parce que je t'ai toujours admiré. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il n'a jamais laissé son handicap le limiter, lui dicter la vie qu'il allait avoir. Est-ce que je suis handicapé? C'est toi qui m'as permis de dire ça. On a parlé. Mais c'est une excellente question parce qu'il y a des gens qui ont tous leurs membres ou qui fonctionnent et qui sont de grands handicapés. Pourquoi moi je te dis ça? Ouais. C'est comique de le dire. Ouais. Parce que quand il dit pourquoi, je te dis est-ce que je suis handicapé, parce que l'handicap c'est soi-même. Hein. Exactement. C'est-à-dire, si on se limite soi-même. Voilà, si on veut être handicapé, on sera handicapé. Exactement. C'est la raison pour laquelle je te remercie de ton ouverture et puis comment je peux dire ça? Tu ne te prends pas au sérieux et puis tu n'as jamais eu de problème, de difficulté à en parler parce que parfois les gens sont mal à l'aise, ils n'osent pas te poser des questions. Harry est très à l'aise avec ça et justement, il en rit. Parfois, c'est même lui qui aborde la question. Donc, Harry ne s'est jamais laissé limiter d'aucune façon. Et là, ce qu'il a dit, tu contribues à la beauté de Montréal. Alors, il n'a jamais eu peur non plus de courtiser les femmes. J'aime beaucoup les femmes. Il aime les femmes. Marié une fois ou deux fois? Une fois. Une fois avec de magnifiques enfants, oui. Mais comme je dis, tu vois, quand tu parles de femmes, oui. J'ai tout un chapitre qui parle des femmes. Ah oui, c'est lequel? C'est on n'aura pas le temps de dire. Souvenir de jeunesse. Oui, c'est vrai, souvenir de jeunesse. Et puis tu demandes même, tu dis, viens danser avec moi, cher ami, ou je ne sais trop, quelque chose du genre. Donc, Harry aime s'amuser, il aime la vie. Et Harry atteint ses objectifs. C'est un intellectuel. Ah voilà, je t'invite à danser avec moi, ami. Donc, un grand intellectuel. Tu as étudié à l'université de Montréal. De Montréal. En relations industrielles. Voilà, relations industrielles. Harry a écrit des articles aussi. Oui. C'est ça. Oui, oui. Donc, voilà, un homme accompli. Donc, je vous encourage. Hein. Parfois, on se plaint, on se limite soi-même. Donc, c'est nous qui pouvons ouvrir la voie à la vie qu'on veut obtenir. Surtout, moi, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes. Oui. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que des gens puissent s'approprier de ce livre. Oui. Pour, dans un sens, capter le message. Parce que pour moi, c'est le message qui compte. Oui. Et comme ça, on peut faire la route ensemble. Tout à fait. Parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Oui, oui. Et tu les relèves avec brio. Harry, merci infiniment pour ce magnifique recueil. J'encourage vraiment les auditeurs, internautes à se le procurer. Comment peut-on se procurer ton recueil de poésie? Bon, pour le moment, si vous voulez vous procurer le recueil, vous n'avez qu'à m'appeler au téléphone 514-775-9286, 514-775-9286. Normalement, j'ai un site internet qui est en préparation, c'est pour ça que je ne peux pas le donner. D'accord. Mais en principe, si vous allez aussi sur ma page Facebook, oui. Vous allez trouver tout ça là. Donc, Harry Metellus. Non, c'est
malheureusement, vous pouvez taper Harry Metellus, vous allez le trouver. Ça va amener directement à la page Facebook. Exact. Parfait. Alors voilà, je vous encourage vraiment. Il faut encourager un frère, une sœur. Hein, on a parlé de panafricanisme. Donc on achète, on vend noir. On n'a pas eu le temps justement d'entrer. On aurait pu aller tellement loin dans cette entrevue, mais malheureusement, comme toujours, c'est le temps qui nous fait défaut. Il faudrait quasiment te réinviter de nouveau, mais il faut s'encourager. Ça vaut la peine. C'est un très, très beau recueil. Puis ça va nous amener aussi à notre propre quête identitaire, à un chemin, une route vers soi-même, vers notre être profond. Alors, je vais terminer en vous lisant ceci. Oui, avant les commentaires des auditeurs, on vous encourage réellement à nous écrire vos commentaires, à nous poser vos questions. Ça va nous aider, peut-être amener des sujets aussi qui vous intéressent plus particulièrement, puis aller dans d'autres sphères, quoi. Ah oui. Là où, peut-être là où on ne penserait pas nécessairement aller. Donc voilà, Résurgence, une eau lumineuse et libératrice pour retrouver et affirmer l'identité de l'âme et qui célèbre l'amour, la paix, la culture et les gens. Alors voilà, c'était Harry Metellus pour Résurgence à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Merci Laurent Duperval, mon très cher collaborateur. Merci Stéphanie. Merci à Harry Merci Metellus. Stéphanie, merci Laurent. Merci à Gary, Jean-Garry Cadet. Et je vous souhaite de passer un très beau dimanche et une merveilleuse semaine. Je vous attends la semaine prochaine, même poste, même heure, pour un autre Tête à Tête, Cœur à Cœur avec moi. Restons sur terre, fermons les yeux et quitter l'amour à dominer. Je veux que tu saches que tu es mon roi. Si j'ai péché, c'est de t'aimer. L'amour, c'est priorité. Ouais, vraiment, faut comprendre ça. Oui, pour moi. Parce qu'il me vive avec lui tous les jours. Et on joue qui regarde, moi, sont-tu c'est de moi. Parce qu'on connaît qui ça pour faire. Pour qu'il y ait l'amour non niveau ça. Pas faire encore raconter, crier bien fort.